Il y en a un courageux qui interpelle le prophète pour lui dire, bon, il faut qu'il y ait un miracle. Oui, oui. Alors lui, il a raconté ça pour sabr, c'est-à-dire pour survivre. Mais là, le Boussouf, il a dit, non, non, il nous a laissé, on a pour mission de faire le miracle. Ça me rappelle la fameuse phrase qu'on prête à César, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais on ne connaît jamais l'autre partie de la phrase, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, tout simplement parce que César, pendant la guerre des Gaules, son lieutenant Labienus avait dit à César, si nous arrivons à prendre cette place forte gauloise, eh bien nous la devrons à nos dieux, si nous avons les faveurs de nos dieux. Et César lui répond, les dieux n'ont strictement rien à voir avec cette histoire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si j'arrive à prendre la place forte, ce sera grâce à moi. Les dieux ont autre chose à s'occuper que de nous donner un coup de main. Aide-toi et Dieu t'aidera. Et le ciel t'aidera. Non, parce qu'il y a enfin, je sors peut-être du sujet, mais on se demande pourquoi Hannibal n'a pas pris Rome. Oui. Pourquoi il n'a pas pris Rome? Elle était à sa portée. Mais vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage. Vous dites Hannibal ne voulait pas prendre Rome parce qu'il voulait une sorte d'unité. D'abord, Rome était très isolée, hein, parce que Hannibal n'a pas pris Rome, tout simplement parce que les autres parties de l'Italie étaient contre Rome. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier, et était beaucoup plus avec Carthage. Il voulait un équilibre. Je dirais que c'était comme si c'était... Bon, mais ça, c'est l'analyse. Ouais. Ça c'est l'analyse. Mais il dit, pourquoi il avait Rome à ses pieds? Oui. Il y a aussi un autre... Mais ça va être l'objet d'un prochain ouvrage. Ah. C'est pourquoi Tamerlan, pourquoi Tamerlan a détruit Bagdad et ses 1000 bibliothèques? Pourquoi il a attaqué l'Empire ottoman, qui avait... Basagé avait réuni une armée de 500 000 soldats pour s'emparer de Vienne. Oui, le fameux siège de Vienne. Pourquoi Tamerlan a détruit la civilisation? C'était le siècle d'or. Pourtant, il était musulman. Oui, tout à fait. Il était musulman. Tout à fait. Pourquoi Hannibal a hésité? Pourquoi Tamerlan a planté le grand coup de couteau dans le dos des Ottomans? On aurait pu avoir une Europe musulmane. Oui, absolument. Oui. Et une expansion extraordinaire de nos siècles d'or. C'est clair. Donc, bon. Mystère ou hasard de l'histoire. Voilà. Mystère ou hasard de l'histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, dans ce livre, je raconte une période, c'est pas ma vie. Oui, tout à fait. Mais... C'est la période, c'est l'autobiographie d'une période combien importante pour nous, en tant qu'Algériens. C'est le miracle que fut la guerre de libération, puisqu'on a eu des missions auxquelles on n'était pas préparé. Il fallait le faire. Il fallait y aller. C'est absolument... moi, quand j'ai terminé votre ouvrage, je me suis dit, mais c'est... encore une fois, non seulement ça tient du miracle, il y a des coups de dé. Franchement, il faut être plus que culotté, hein, pour se permettre... et puis, cette certitude... la foi. La foi. C'est-à-dire... La foi dans la liberté. Dans la liberté. C'est-à-dire, à aucun moment donné... La foi d'être libre. D'être libre et d'être sûr de son combat. Oui. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que assez vite, vous le racontez, vous dites, on savait que ce serait à la longue, que les Français s'essouffleraient à un moment donné ou à un autre. Et que nous, on a tout le temps.
Voilà, c'est l'idée de Boumediene. Tout à fait. Il l'a dit à Fidel Castelo. J'apprends, on apprenait, j'apprenais. Et après, combien la France peut-elle tenir le coup? D'abord parce que elle vient de sortir d'une défaite, Dien Bien Phu, contre les Indochinois. 2, elle est sortie exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas encore rentrée dans ce qu'on appelle une certaine modernité par rapport à d'autres pays européens ou du monde. Hein, et cette guerre d'Algérie lui coûte une fortune colossale. 1 milliard par jour. Oui. Et en plus, de l'époque. Grâce, entre guillemets, aux pouvoirs spéciaux, maintenant, on envoie nos jeunes réservistes se faire trouer la paillasse. Passez-moi l'expression. Donc tout ça ne peut pas durer longtemps. La France... oui, mais ça c'est vraiment gigantesque. Ouais. Moi, c'est un témoignage, mais les gens vont écrire, je pense. Et surtout, parce que c'est une affaire entre la France et nous. La France n'a pas encore pensé. Cette guerre, elle ne l'a pas pensé. Elle n'a pas encore le recul exact. Non, nous on a tourné la page. Oui. Nous on était pressés de construire le pays. Mais comme disait un certain historien algérien, on ne l'a pas déchiré. On l'a tourné, mais pas déchiré. Non, mais on a dépassé cela. Mais la France n'a pas encore assumé. Non. Et parce que non, il y a aussi... on parlait de miracle tout à l'heure, mais nous restons le seul pays qui se soit libéré les armes à la main. Ça n'a été le cas. Il n'y a pas d'autres exemples. On parle de la Birmanie qui aurait pris les armes, etc., mais ça n'a pas duré. Nous sommes le seul cas, dans la symétrie la plus totale, donc qui s'est libéré. Alors, jusqu'à maintenant, les penseurs, les chercheurs, je ne parle pas des politiciens, ils ne comprennent pas pourquoi on reste souverainiste. Elle a coûté très cher à notre peuple. Nous n'en avons pas. La génération actuelle n'en a pas du tout conscience. Mais c'est ça qui nous défend. C'est ça. Maintenant, nos jeunes sont sur les réseaux sociaux. Ils disent pourquoi nous on reste fermés. Pourquoi on reste fermés? Pourquoi on reste fermé? Pourquoi on ne s'ouvre pas? Pourquoi la France s'ouvre, l'Espagne s'ouvre, le Maroc s'ouvre, et nous... c'est que la France, l'Italie se sont ouverts parce qu'ils ont des alliances. Ils ont l'OTAN, ils ont des retours. Nous, si on ouvre le pays, on n'a aucun retour. Avec maintenant les... j'en parle dans ma préface. Dans ma préface, nous ne contrôlons rien du tout. Voilà. Nous ne contrôlons rien du tout. Alors on ne s'ouvre pas. On garde notre virginité. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait l'assurance d'en bénéficier. D'en bénéficier. Alors, vous le dites dans votre avant-propos, et c'est pour beaucoup la conclusion de votre essai. Parce que vous dites, alors peut-être que je l'ai lu. Oui. Tous les gouvernements étrangers, quand on sera débarrassé de la génération de l'indépendance. Voilà. Et vous dites surtout, parce qu'à la fin de votre ouvrage, vous parlez presque de la situation actuelle dans le monde. Vous dites, restons bien éveillés. Restons bien éveillés parce que notre pays est toujours l'objet de convoitises, et on l'a vu malheureusement dans ce qu'on appelait la décennie noire, etc., et d'autres moments durs qu'a traversé notre pays post-indépendance. N'oublions pas 63, la guerre des sables, etc., mais pas seulement, mais beaucoup d'autres choses par la suite. Vous dites, restons éveillés, et pour que nous restions éveillés, il faut absolument que notre jeunesse connaisse parfaitement bien ce qu'a coûté, non seulement de vie humaine, mais de déchirures, de malheurs. De produire l'inimaginable. De ces 7 ans de guerre
qui ont fait Écoutez, qu'aujourd'hui... je vous fais une confidence. Moi-même, je me pince, j'ai dit, est-ce que je rêve ou j'ai vécu ça? Ouais. Je vous assure. Ah ben, et j'ai dit, ah non, non, quand même. mais vous savez que ça se sent dans votre... Je ne sais pas, mais c'est vrai. Ah si, vous dites, à un moment donné... Écoutez, j'ai écrit pour que ça existe. Oui. J'ai raconté certaines choses pour que ça existe. Parce que si j'emporte ça avec moi... Mais c'est formidable. Mais est-ce que vous avez conscience, Mme l'a dit, qu'à un moment donné, il y a certains chapitres où vous narrez des actions qui ont été menées, pas seulement par vous, hein, mais par d'autres protagonistes de notre... On était l'aide à la décision. Oui. Quelquefois, je lis, je me dis, bon, si je prends un ou deux chapitres qui narrent ce qui s'est passé là, je peux en faire pratiquement un roman d'imaginaire. Hein, parce que d'histoire à Monravia, comme quoi il n'y avait pas le drapeau algérien, et puis tout d'un coup il y a le drapeau qui sort, et c'est le plus grand de tous les drapeaux. Il y avait tous les drapeaux des 9 pays africains. Au Libéria, il y avait les drapeaux des 9 pays africains. Oui. Bon, il n'y avait pas le drapeau algérien. Nous, on avait un dans la valise. Je l'avais dans la valise. Tout d'un coup, et 2 fois plus grand. C'est le plus grand. Alors que c'était pas encore un pays indépendant. C'est absolument ça. Alors que tous les pays qui étaient présents au Libéria, c'était tous des pays indépendants. Oui, oui, ils venaient. Je ne parle pas de l'Éthiopie. Oui, bien sûr. Du Libéria. Mais quand même, je veux dire, leur drapeau était reconnu. Ils étaient officiellement reconnus. Même arrivé là-bas, parce qu'il fallait traverser l'Empire français. Alors, ça aussi, c'est digne d'un film. 2000 kilomètres avec Ben Yahya et Yazid. Il fallait à travers la forêt. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était des demi-indépendances de ces pays africains. Il y avait encore l'Afrique équatoriale et l'Afrique occidentale française. Et il y avait cette idée de Gaulle qui nous l'a même proposée. C'est-à-dire une unité africaine qui n'a pas fait long feu d'ailleurs. Cette unité africaine, l'Union africaine. Et le seul qui a mis le haut là, c'était Sékou Touré de la Guinée, et la France ne l'a pas supporté. Non. Elle lui a fait payer très 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 cher pendant des années et des années où elle a mis le blackout. Ils ne savaient pas où nous mettre d'ailleurs, puisqu'on était 3, Yazid, Ben Yahya et moi. Et il nous a mis à côté de sa chambre. À côté de qui? Oui. De Nkrumah, de Sékou Touré. Non, ça c'est après, oui. Alors, quand on lit ça, quand on lit ces chapitres-là, on se dit, c'est vraiment digne de quelqu'un qui pourrait être un scénariste, je ne sais pas où, aux États-Unis ou en France ou en Italie, d'écrire. Non, la réalité, comme beaucoup le disent, la réalité dépasse la fiction. Il y a ça. Il y a les rencontres avec Che Guevara, les rencontres avec... Oui, je ne savais pas. Oui, mais... C'était pas encore l'icône, hein. Quand je l'ai vu, il n'était pas connu. Ouais. Vous dansez même avec Gina Lollobrigida. Oui, bon. Écoutez, c'est pas moi qui l'invente, c'est vous qui le dites. C'est un hasard. Non, mais moi je reprends votre livre. Un petit miracle de post-indépendance. Mais c'était ça qui était absolument fantastique. Peut-être dans un hôtel pour une mission. Ou Joséphine Baker, qui m'enlève à l'amirauté. Voilà. Qui vient demander un peu d'aide parce qu'elle a effectivement une association pour aider les enfants orphelins, etc. et tout ça. Elle vient voir l'Algérie pour lui dire est-ce que vous pouvez pas nous donner un peu de sous? C'est étonnant quand même. Des grands écrivains. Ah oui, non, là j'ai... Vous avez eu une chance absolument. Mais dites-moi, votre vie, c'est un cinéma. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire le nombre de personnes que vous avez pu rencontrer est absolument extraordinaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que votre ouvrage ne s'arrête pas à 62. Puisqu'il y a aussi tout ce que va être l'aura internationale de l'Algérie à travers le monde. Parce que c'est vrai, la révolution algérienne
tout d'un coup, c'était la révolution. Et puis on a été ce qu'on appelle le foyer de ô combien de nombre de mouvements de libération nationaux en Algérie, à l'époque de Boumedienne. Oui, la Mecque. C'était la Mecque des mouvements révolutionnaires. La Mecque des mouvements révolutionnaires. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits maintenant. C'est l'ère du temps. C'est cette époque absolument hallucinante. Ça allait des différents mouvements palestiniens, les Black Panthers, la libération des îles Canaries. Les Espagnols nous en voulaient pour cette histoire, parce qu'il y avait même une radio. Oui. Mandela. L'ANC. Mandela, le Zimbabwe, Mozambique. la Namibie.